Le démon Kratos. Les esclaves se suivaient en une lente procession, chacun d'eux portant à bout de bras une lourde pierre de taille déjà polie. Sous la surveillance d'une bonne garde, ces 4 rangs, longs d'1,5 kilomètre chacun, faisaient la navette entre le site des tailleurs de pierre et l'emplacement où débutait la construction d'une cité fortifiée. Chaque dizaine de porteurs était escortée d'une garde militaire armée. À une certaine distance du défilement des esclaves, au sommet d'un promontoire haut de 13 mètres environ et élevé de main d'homme par l'empilement de dalles polies, se tenait Kratos, l'un des grands prêtres suprêmes du pays. Cela faisait 4 mois que Kratos observait en silence le déroulement des travaux. Personne ne venait le distraire de son observation, et nul n'osait l'interrompre, ne serait-ce que par un regard dans ses profondes réflexions. Dans l'esprit des esclaves et de leurs gardes, ce monticule artificiel, surmonté d'un trône, faisait simplement partie du paysage. Et le personnage, tantôt restant assis sur le trône, et tantôt faisant les 100 pas sur le sommet du promontoire, n'attirait plus leur attention. Kratos s'était fixé le but de réorganiser l'État et de renforcer le pouvoir des hiérophantes pour les 1000 ans qui viennent, leur soumettant ainsi tous les peuples de la terre, y compris les chefs d'État, pour asservir le monde. Un beau jour, Kratos descendit de son promontoire, cédant son trône à son sosie, auquel il avait fait revêtir ses vêtements et sa perruque. Il donna l'ordre au commandant de la garde de le faire enchaîner comme les autres esclaves et de l'intégrer dans l'un de leurs rangs, juste derrière un esclave jeune et robuste du nom de Nar. Observant attentivement les visages des esclaves, Kratos remarqua que l'expression du regard scrutateur de ce jeune homme était celle d'un esprit attentif et curieux, contrairement à la plupart de ses congénères, qui avaient un air hagard et abattu. Son visage tantôt reflétait la concentration d'une profonde réflexion, tantôt trahissait une forte émotion. Kratos pensa
Cela voudrait donc dire qu'il est en train de mûrir un quelconque plan. Notre grand prêtre l'avait compris ainsi, mais voulait encore se donner le temps de voir jusqu'à quel point son observation correspondait à la réalité. Kratos surveilla Nare pendant 2 jours entiers. Il l'observait en transportant les pierres de taille, s'asseyait près de lui au moment du repas et se couchait pour dormir sur la couche voisine. La 3e nuit venue, dès que retentit l'ordre « Dormir », Kratos se tourna vers le jeune esclave et d'un ton amer et désabusé, comme se parlant à lui-même, il dit à voix basse : « Est-ce que cela va continuer ainsi tout le reste de ma vie ? » Il vit qu'à ces mots, le jeune esclave avait tressailli et s'était immédiatement tourné de son côté. Les yeux du jeune homme étincelaient, son regard luisait dans la pénombre du vaste baraquement, malgré le grésillement blafard des torchères. Cela ne durera pas longtemps. Je suis en train de finaliser un plan. Et toi, vieil homme, tu pourrais aussi y participer, murmura le jeune esclave. Quel plan ? Demanda le grand prêtre avec un soupir d'indifférence. Et Nare se mit à lui expliquer d'une voix exaltée et pleine d'assurance. Et toi, vieil homme, et moi, et nous tous autant que nous sommes, nous serons bientôt des hommes libres et non des esclaves. Tu n'as qu'à faire le compte, vieil homme. Ici, nous avons un garde pour 10 esclaves. Et pour la quinzaine des femmes asservies, qui préparent nos repas et cousent nos vêtements, il n'y a aussi qu'un seul garde. Si nous nous entendons d'attaquer ces gardes tous en même temps, à un moment précis, nous les vaincrons. Bien que les gardes soient armés, alors que nous sommes enchaînés. Nous sommes 10 contre 1, et les chaînes peuvent également être utiles en tant qu'armes, si nous les brandissons. Contre leurs glaives. Nous désarmerons ainsi tous les gardes. Nous les entraverons et nous nous saisirons de leurs armes. Ah, jeune homme, soupira de nouveau Kratos, et simulant l'indifférence, il répondit : ton plan, tu ne l'as pas pensé jusqu'au bout. On peut les désarmer, bien sûr, les hommes qui nous gardent. Mais il faudra très peu de temps au souverain pour nous en envoyer d'autres, peut-être même une armée entière, et faire exécuter les insurgés. Cela aussi, vieil homme, je l'ai envisagé. Et il nous faudra définir le moment précis où il n'y a pas d'armée. Et ce moment-là ne saurait tarder. Tous, nous voyons bien que l'armée s'apprête à partir en campagne. Ils sont en train de préparer des provisions pour 3 mois de marche.
Ce qui veut dire que dans 3 mois, une fois rendu à l'endroit où doit avoir lieu l'affrontement, l'armée engagera très rapidement le combat. À l'issue de la bataille, elle se retrouvera infailliblement affaiblie, mais remportera quand même la victoire. Par conséquent, elle capturera de nouveaux esclaves en grand nombre. C'est pour ces nouvelles prises qu'ils sont déjà en train de construire des baraquements supplémentaires. Nous devons commencer à désarmer nos gardes dès l'instant où l'armée de notre commandant entrera dans la bataille contre l'armée adverse. Il faudra bien 1 mois au messager pour aller informer le chef de l'armée qu'il faut revenir au plus vite. Étant affaiblie, l'armée mettra au moins 3 mois pour revenir. Nous aurons donc 4 mois pour nous préparer avant qu'il ne soit de retour. Nous serons alors au moins aussi nombreux que l'effectif de l'armée. Les esclaves nouvellement capturés voudront nous rejoindre quand ils auront compris ce qui se passe chez nous. Tu vois, vieil homme, que j'ai bien tout prévu. Oui, jeune homme, avec le plan que tu as imaginé, avec toutes tes idées, tu peux en effet désarmer la garde et remporter la victoire sur l'armée, répondit le grand prêtre d'une voix déjà plus tonique. Mais il ajouta, « Oui, mais les esclaves, que vont-ils faire après ça? Et que va-t-il se passer avec les commandants, les gardes et les soldats? Pour cela aussi, j'ai quelque peu réfléchi. Pour l'heure, voici ce qui m'est venu à l'esprit. Tous ceux qui étaient esclaves ne le seront plus, et tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas esclaves le seront devenus, prononça Nard d'une voix peu assurée, comme s'il le disait à lui-même sans y croire tout à fait. Et les grands prêtres, dis-moi mon garçon, dans quelle catégorie les placeras-tu après ta victoire, les grands prêtres? Celle des esclaves ou celle des non-esclaves? Les grands prêtres, ma foi, voilà encore une chose à laquelle je n'ai pas pensé. Mais maintenant que tu m'en parles, je suppose que pour eux, il ne faut rien changer. Les esclaves les écoutent, les dirigeants aussi. Il faut bien dire que quelquefois il n'est pas facile de comprendre ce qu'ils racontent, mais je pense qu'ils sont inoffensifs. Ils n'ont qu'à continuer à nous parler des dieux. Quant à notre vie, nous sommes les mieux placés pour savoir comment la vivre au mieux. Comment la vivre au mieux? C'est bien, marmonna le grand prêtre dans un bâillement étouffé, faisant celui qui tombe de sommeil. Or, cette nuit-là, Kratos ne dormit pas, il réfléchissait. Bien sûr, se disait-il, le plus simple serait d'informer le gouverneur du complot qui se trame. On se saisirait de ce jeune esclave, qui est de toute évidence le principal investigateur. Mais cela ne résoudrait pas le problème. Les esclaves berceraient quand même l'espoir de se libérer du servage. Il se trouverait de nouveaux meneurs qui mettraient de nouveaux plans au point. Dans ces conditions, le royaume continuera toujours à nourrir son pire ennemi en son sein.
Kratos avait un problème à résoudre. Mettre au point un plan qui permettrait d'asservir le monde entier. Il comprenait bien qu'atteindre cet objectif, en n'agissant que sur la contrainte physique, ne suffirait pas. Il faut absolument passer par une mise en condition psychologique de chaque homme et de chaque peuple. Il est nécessaire de transformer la pensée humaine, persuader toute l'humanité du bien suprême que représente l'esclavage. Il faut absolument lancer un programme qui se propagera de lui-même en désorientant des populations entières, leur faisant perdre la notion de l'espace, du temps et tout leur sens commun. Mais pour que cette subjugation se fasse de manière adéquate, il faut qu'elle soit perçue comme la normalité. La pensée de Kratos s'accélérait de plus en plus. Cela allait si vite qu'il ne ressentait plus son corps, ni les fers qui enchaînaient ses bras et ses jambes. Et tout à coup, comme un éclair, lui vint l'idée de son programme. Pas détaillé, même pas encore intelligible, mais qu'il ressentait déjà et dont l'ampleur venait d'enflammer son esprit. Et Kratos se vit le maître absolu du monde. Le grand prêtre restait allongé sur sa couche, bras et jambes enchaînés, et s'extasiait sur lui-même. Demain matin, quand on nous conduira tous au travail, je ferai le signe convenu et le chef de la garde donnera l'ordre de me faire sortir du rang des esclaves et de me retirer les entraves. Je n'aurai plus qu'à finaliser les détails de mon programme, dire quelques mots, et le monde va commencer à changer. Incroyable! Juste quelques mots, et le monde entier m'obéira, se soumettra à ma pensée. En vérité, Dieu a doté l'homme d'une force qui surpasse toutes les autres forces de l'univers. Cette force, c'est la pensée humaine. Elle produit la parole et change le cours de l'histoire. Nous en sommes donc arrivés à une situation incroyablement favorable. Les esclaves ont préparé un plan de rébellion. Il est rationnel leur plan. Pour eux, il pourra manifestement se conclure par un résultat temporairement positif. Mais je n'aurai que quelques phrases à dire pour soumettre à l'esclavage non seulement les esclaves d'aujourd'hui, mais aussi leur descendance, de même que tous les régents du monde, et ce, pour des milliers d'années à venir. Le lendemain matin, au signal convenu de Kratos, le chef de la garde le débarrassait de ses entraves.
Le surlendemain, Kratos invitait déjà les 5 autres grands prêtres, ainsi que le pharaon, à le rejoindre sur son promontoire d'observation. Et devant cet auditoire, le grand prêtre prit la parole. Ce que vous allez entendre maintenant, vous ne devez en aucun cas ni en prendre des notes, ni le divulguer à qui que ce soit. Ici, il n'y a pas de mur, ni d'oreilles indiscrètes, et personne d'autre que vous ne peut entendre ce que je vais vous dire. J'ai mis au point le moyen de transformer tous les humains vivants sur notre terre en esclaves de Pharaon. Cela ne serait pas possible, même en nous servant de nos nombreuses troupes armées et en livrant d'écrasantes batailles. Mais moi, je le ferai en quelques phrases seulement, et 2 jours seulement après que je les aurai prononcées, vous verrez vous-même comment le monde se mettra à changer. Regardez, là, à nos pieds, vous voyez les longs rangs d'esclaves entravés, et chacun de ces hommes porte une pierre de taille. Ils sont encadrés par un nombre impressionnant de soldats. Plus on a d'esclaves, meilleur c'est pour le pays. C'est ce que nous avons toujours cru. Mais plus on a d'esclaves, et plus il nous faut nous méfier de leur rébellion. Nous renforçons la garde. Nous nous devons de nourrir nos esclaves de façon convenable. Sinon, ils ne seront pas efficaces pour un travail physique éprouvant. N'empêche qu'ils ne sont malgré tout que des paresseux enclins à la révolte. Vous voyez avec quelle lenteur ils se déplacent. Vous voyez ces gardes indolents qui n'ont même pas l'idée de se servir de leur fouet pour activer ne serait-ce que les plus valides et les plus robustes d'entre eux. Mais croyez bien qu'ils marcheront beaucoup plus vite et sans le concours du fouet, car leurs gardes seront eux-mêmes devenus des esclaves. Et pour cela, voici ce qu'il faut faire. Ce soir, au coucher de soleil, que les crieurs aillent clamer de partout un nouvel ordre du Pharaon. Cet ordre dira : demain dès l'aube, tous les esclaves reçoivent leur pleine liberté. Pour chaque pierre portée à la cité, un homme libre recevra une pièce de monnaie. Ces monnaies peuvent être échangées contre de la nourriture, des vêtements, un logement, un palais de la cité et la cité elle-même. Désormais, vous êtes libres. Quand les grands prêtres comprirent ce que Kratos venait d'exposer, le plus âgé d'entre eux dit : Kratos, tu es un démon. Avec ce que tu viens de concevoir,
le démonisme va recouvrir de très nombreux peuples de la terre. Que je sois un démon alors, et que dorénavant, le monde m'appelle démocratie, ce qu'a conçu ce démon. Au coucher du soleil, les esclaves entendirent avec stupéfaction la nouvelle décision décrétée par le pharaon. Cette nuit-là, ils furent nombreux à ne pas fermer l'œil. Ils imaginaient ce qu'allait être leur heureuse existence d'hommes libres. Le lendemain matin, les grands prêtres et le pharaon se retrouvèrent de nouveau en haut de leur promontoire. En bas, le tableau vivant qui se déroulait devant leurs yeux dépassait l'imaginable. Des milliers d'hommes, leurs anciens esclaves, couraient, à qui mieux, en portant à bout de bras des pierres de taille aussi grosses et aussi lourdes que celles de la veille, dégoulinant de sueur. Certains en portaient même 2 à la fois. D'autres, qui n'en portaient qu'une seule, couraient si vite qu'ils soulevaient des nuages de poussière. Certains gardes s'étaient mis eux aussi à en transporter. Les anciens esclaves, qui se considéraient dorénavant en hommes libres, ne les avait-on pas libérés de leur entrave? Déployaient tous leurs efforts pour gagner un maximum de cette monnaie ardemment convoitée, qui allait leur assurer une vie heureuse. Kratos passa encore quelques mois sur son belvédère, d'où il observait avec contentement ce qui se passait en dessous. Il faut dire que la scène qui se déroulait à ses pieds avait évolué d'une manière stupéfiante. Une partie des esclaves s'était regroupée pour travailler en synergie, s'étant fabriqués de petits chariots. Ces petits groupes les chargeaient jusqu'à ras-bord de pierres de taille et galéraient en suant, sans éau, pour aller encore plus vite. Et ils vont encore m'inventer bien d'autres astuces, se dit Kratos avec jubilation. Ils ont déjà organisé un système de service collectif, un groupe de portage pour leur approvisionnement en eau et un autre pour la nourriture. Maintenant, de nombreux esclaves préfèrent manger sur le pouce plutôt que de perdre du temps pour aller se restaurer au baraquement. C'est sur place qu'ils règlent les porteurs de nourriture avec la monnaie gagnée par leur labeur. N'est-ce pas épatant? Ils ne sont même pas malades et se sont trouvés des soigneurs qui les soignent sans que le travail ne soit interrompu. Et encore, contre de la monnaie, bien évidemment. De plus, ils se sont choisis des préposés au service d'ordre. Ils ne vont pas tarder à se choisir des chefs et des juges. Eh bien, qu'ils le fassent donc. Ne sont-ils pas libres, comme ils le croient? En fait, cela ne change en rien la raison essentielle de leur utilité, puisqu'ils continuent à charrier nos pierres de taille.